Burch est une petite ville située au débouché de la vallée de la Bruche, sur les dernières pentes des collines sous-vosgiennes dominant la plaine d'Alsace, dont les versants, bien exposés, sont couverts de vignobles. Bien que citée en 1109, dans la charte de fondation du monastère de Saint-Léonard, sous le nom de Bersa, l'histoire de la ville de Burch n'est véritablement connue qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, quand, en 1291, l'évêque de Strasbourg, Conrad de Lichtenberg, rachète le village et le ban de Burch à un propriétaire inconnu. Burch est, à cette époque, un simple village formant une seigneurie rurale axée sur la production de vin. Il se peut qu'il existe, à ce moment, dans ce village, une cour colongère qui semble appartenir au grand chapitre épiscopal de Strasbourg. En 1328, un événement fortuit va changer le destin de Burch. À la mort de l'évêque Jean de Dubem, le pape Jean XXII nomma évêque de Strasbourg, Berthold de Buschek, déjà grand commandeur de l'ordre des chevaliers teutoniques pour le bailliage de Souabe Alsace-Bourgogne, et évêque de Spire. Cette nomination étant contraire au droit canon qui imposait que l'évêque soit élu par les chanoines du chapitre, ceux-ci élirent évêque l'un d'entre eux. Cependant, ils furent contraints d'accepter le nouveau venu, car, lors de son entrée à Strasbourg, Berthold de Buschek se fit accompagner de 600 chevaliers teutoniques. Probablement, pour pallier aux troubles qui suivirent, en se créant des points d'appui fortifiés, Berthold de Buschek décida de faire enclore Burch d'un rempart et de lui conférer le statut de ville épiscopale. En 1341, on trouve un acte de Saint-Léonard portant la mention « In oppido Bers », la ville était donc déjà entourée de murs. 3 des 4 portes et de larges pans des remparts de Burch existent encore, ainsi que les reliquats du ruisseau qui servait de fossé. Ces portes sont mentionnées sur le plan de Burch que j'ai redessiné, à partir du cadastre napoléonien de 1830. Burch était établi sur un terrain en pente, ce qui explique la dénomination des portes, Obertor et Untertor. Ces 2 portes sont reliées par une rue appelée actuellement rue Monseigneur Barth, et correspondant à la route départementale 35, reliant Ottrott à Obernai. Cette rue forme un angle droit en passant au niveau de la place de l'Hôtel de Ville. Obertor est aussi appelée porte de Lorraine ou de Saint-Léonard, tandis que Untertor est également qualifié du vocable de porte de Strasbourg. La 3e porte, appelée Aftertor, est située au nord, et est reliée au centre-ville par la rue des Remparts. Elle paraît une anomalie à 2 points de vue. D'abord, elle ne débouche sur aucune voie de circulation, ensuite et surtout, elle est située en contrebas d'un coteau portant le vignoble. Du haut, il est possible de jeter des pierres sur la cité en détruisant de nombreuses maisons, selon un rapport effectué en 1780. Enfin, il existait une 4e porte, la Pfaffantor, porte des prêtres. Elle fut démolie dès le XVIIIe siècle. Le rapport de 1780 indique que les portes étaient fermées toutes les nuits, qu'elles étaient précédées d'un pont-levis et d'un pont dormant, et qu'elles comportaient un corps de garde. Le même rapport évoque le rempart. Il mesure au total 1037 mètres et comporte un chemin de ronde. Le mur est construit en pierre de grès. Une partie du mur existe encore, car il sert de mur arrière aux maisons qui s'appuient dessus. Par contre, le chemin de ronde a disparu. En avant du rempart, est situé un fossé, actuellement occupé par des jardins. Selon le rapport de 1780, il est sec et étroit mais profond. Une partie des remparts est, certes, bordée d'un ruisseau appelé le Wedache, mais, selon le rapport, il ne possède pas assez d'eau pour remplir les fossés. Il se peut, cependant, qu'à l'époque de la construction du rempart, le ruisseau pouvait être plus conséquent.
Un autre ruisseau, appelé l'Aisne, avait été canalisé pour traverser la ville. Il alimentait les moulins de la cité, et en particulier le moulin seigneurial. Il se jetait dans le ruisseau Wedache près de l'Untertor. Il faut croire que ce rempart n'était guère efficace et que sa défense n'était guère assurée, au vu des événements qui se déroulèrent en 1385. Ces événements découlèrent d'une décision de l'évêque Jean de Luxembourg-Ligny qui, sans doute à court d'argent, concéda, en 1366, le village et le ban de Burch au grand chapitre épiscopal de Strasbourg. Ce dernier en cède, à son tour, une partie à son grand prévôt, Jean d'Oxenstein. Or Jean d'Oxenstein a de grandes ambitions et aspire à devenir évêque. Pour cela il emprunte de grandes sommes d'argent et, en guise de garantie, donne en gage au prêteur ses biens et revenus. Ce fut le cas pour les biens et droits que lui a concédé le grand chapitre à Burch. Ils furent mis en gage au profit de Henri de Sarwerden. Jean d'Oxenstein ne pouvant pas rembourser sa dette, le comte de Sarwerden décida, en 1385, de se rembourser lui-même. Voici ce qu'en dit Daniel Speckling dans sa chronique écrite au XVIe siècle. Le jour de la Saint-Matthieu, le comte de Sarwerden et ses aides se mirent en route en secret, et sans prévenir, il attaqua la ville de Burch. Il enleva la place, et pilla tout ce qu'il y avait à l'intérieur, puis il brûla la ville. Il saisit beaucoup de gens et les emmena prisonniers avec lui. Il fixa de son propre chef la rançon de chacun. C'est lors de cette attaque que la première église de Burch fut presque complètement détruite. Cet épisode fut suivi d'autres péripéties, tout occasionnées par le besoin d'argent des évêques qui ne récupéraient Burch que pour concéder à nouveau la cité et les droits y afférents à d'autres créanciers en garantie de leurs prêts. Finalement, en 1466, l'évêque de Strasbourg vendit Burch au grand chapitre de sa cathédrale pour 1000 florins. Burch restera possession du grand chapitre jusqu'à la Révolution française. C'est pendant la période de domination du grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg que la cité prit l'aspect actuel que je me propose de décrire maintenant. Nous entrons dans Burch par l'Obertor. Cette porte, appelée aussi porte de Lorraine, est située dans la partie la plus élevée de la cité. Le mur extérieur comporte une fresque représentant Saint Médard, le patron de la paroisse. En avant de la porte, se trouvait autrefois un pont-levis et un corps de garde. Passé cette porte, on se trouve dans une rue en pente, appelée rue Monseigneur Barthes, qui mène à la place de l'hôtel de Villers, au-delà jusqu'à l'Untertor. À droite, les deux maisons bordant la rue, sont typiques du style alsacien. Elles présentent leur façade à pignon sur la rue, associée à un rez-de-chaussée en pierre, et des étages en encorbellement et colombage, et s'ouvrent par un porche vers la cour. Les rues principales sont bordées de ruelles aux formes irrégulières, se terminant en impasse. La rue Monseigneur Barthes, en pente, venant de l'Obertor, donne sur la façade latérale à pignon de l'hôtel de ville, et à la façade principale de l'école construite au XIXe siècle. La façade principale de l'hôtel de ville donne sur la place centrale de Burch. Le bâtiment fut construit en 3 étapes. À gauche, se trouve la façade la plus ancienne datant de la deuxième moitié du XVIe siècle. Ensuite, l'hôtel de ville fut étendu vers la droite, à la fin du XVIe siècle, avec construction de la tourelle d'escalier engagée dans le mur, et ne prenant sa forme qu'au niveau du toit. Enfin fut ajouté l'oriel de coin, au tout début du XVIIe siècle. Cet oriel, à 2 étages, porté par des consoles et terminé par une balustrade, comporte des décors de style Renaissance, dont des motifs floraux typiques.
L'hôtel de ville fut construit à l'époque où le grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg possédait la ville. À l'entrée de la place, est situé un puits au Ciseaux. Il a été aménagé en 1617 et possède un aspect ressortant du style Renaissance, en particulier avec son baldaquin porté par des colonnes à chapiteaux. Devant ce puits, se trouve une auge servant à abreuver les animaux. L'actuelle église fut construite au XVIIIe siècle. De l'église primitive, datant du XIIe siècle, et incendiée lors du sac de la ville, en 1385, par le comte de Sarwerden, il ne reste que les 2 tours basses du clocher. Les 2 autres étages du clocher ont été érigés postérieurement. Près de l'église, un oratoire abrite une magnifique composition sculptée du mont des Oliviers. Alors que les disciples dorment, Jésus, levant la tête, aperçoit un ange portant une croix qui préfigure son avenir. Dans le fond, une fresque représente Jérusalem. À droite, sont représentés les soldats qui viennent arrêter Jésus. Par la rue du Rempart, on peut gagner l'Aftertor. Cette rue possède de belles maisons à colombages. Les plus typiques sont celles qui ouvrent, sur la rue, par leur façade à pignon, et qui comportent une cour accessible par un porche. Ces maisons sont représentatives des fermes de vignerons. La rue des Remparts débouche sur l'Aftertor, la porte arrière. En avant de la porte est situé l'ancien fossé, actuellement, occupé par des jardins. À gauche, s'élève l'Aftertor. Le mur de fond est celui du rempart, construit en grès rouge. Il a perdu une partie de sa hauteur, et en particulier son chemin de ronde. En outre, le mur a été percé de nombreuses ouvertures effectuées indûment par les propriétaires des maisons adossées à la muraille. À partir de la place de l'Hôtel de Ville, pour gagner l'Untertor, il faut descendre la rue Monseigneur Barth que nous avons déjà empruntée à partir de l'Obertor, et qui forme l'axe principal de circulation de Burch. Cette porte, comme les 2 autres, comportait un pont-levis précédant un pont dormant, ainsi qu'un corps de garde. À droite de la porte, subsiste une partie du rempart et du fossé qui le précède.